que s'est-il passé aujourd'hui? Pourquoi s'interroge-t-on aujourd'hui, ce soir, même si c'est un peu provocateur, sur l'extinction, la fin de ce mouvement de contestation? Parce qu'il y avait peu de monde, voyons le détail. Les indispensables, avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. 5e journée de mobilisation et celle qui a rassemblé donc le moins de monde. Oui, on attend toujours le chiffre global pour la France, mais ce matin, les policiers attendaient entre 450 et 650 000 manifestants. Et si ça se confirme, ce serait 2 fois moins que le point haut de la mobilisation, le 31 janvier dernier, 1 270 000 manifestants. Ce serait aussi nettement moins que la première journée de manifestation le 19 janvier, 1 120 000 manifestants. Et ce serait moins également que le mardi de la semaine dernière, 757 000 manifestants. On n'a pas mis le samedi, il y avait un peu plus de monde le samedi, c'était combien? 960 000. Mais c'est vrai que c'était un samedi, c'est difficile de comparer des jours de week-end avec des jours de semaine. Dans le détail, tout indique que ces estimations vont être dans le vrai, c'est-à-dire peut-être autour de 600, 650 000 personnes au maximum, sans doute aujourd'hui globalement. Oui, parce que quand on regarde dans le détail de chacune des villes, les cortèges étaient moins fournis un peu partout. 37 000 manifestants à Paris contre 57 000 mardi de la semaine dernière. 7 000 manifestants à Marseille selon le dernier chiffre, 15 000 mardi de la semaine dernière. 7 200 à Montpellier contre 11 000 ce même mardi et 6 700 à Rennes contre 14 600 selon la préfecture, également le mardi de la semaine dernière. Il y a une exception, Albi, où les syndicats s'étaient donné rendez-vous. La préfecture a compté 10 000 manifestants. Alors, il y a un bémol tout de même à cette décrue. 2 zones sur 3, disons-le, sont en vacances d'hiver. C'est aussi ce que retiennent les syndicats qui veulent croire que le mouvement va rebondir avec le 7 mars et la journée de grève reconductible. Les chiffres aujourd'hui importent peu. Vous avez noté que ce n'est pas terminé puisqu'il y a encore des rendez-vous à venir. On veut que le pays soit à l'arrêt le 7 mars. C'est notre dernière manifestation, je dirais, du premier cycle. Il y a un autre cycle qui va s'enclencher le 7 mars. Si le gouvernement n'entend pas, on reviendra à la charge et on reviendra déterminé et encore plus fort le 7 mars prochain. Les chiffres de Paris, du nombre de manifestants à Paris viennent de tomber. Ce sont les sources préfecture, donc à chaque fois. Donc le 19 janvier, c'était 80 000. Le 31 janvier, c'était 87 000. Aujourd'hui, c'était 37 000. 37 000, c'est-à-dire qu'on est à 2,5 fois moins de manifestants. Peut-être 33 000, David, selon le cabinet Occurrence, qui compte uniquement à Paris, et les chiffres viennent de tomber. Voilà, à 2 fois moins de manifestants à Paris. Même tendance pour la journée de grève, Fanny? Et oui, 14% de grévistes à la SNCF, en baisse là aussi de 9 points par rapport à toujours ce même mardi 7 février. C'était 25%. Le ministère de l'Éducation nationale, lui, comptabilise près de 8% de grévistes, pratiquement moitié moins que mardi dernier, 7 février. On était à 14,2%. Précisons là aussi que les zones en vacances ne sont pas comptabilisées. On ne parle que des académies de Paris, Créteil, Versailles, Montpellier et Toulouse, qui elles ne sont pas en vacances. Enfin, pour terminer, même tendance chez EDF, il y avait 23,1% de grévistes à la mi-journée contre 30,3% le 7 février à la même heure. Merci Fanny. On ne va pas jouer à Madame Soleil, mais tout de même, la tendance est assez marquée. Est-ce qu'on va vers la fin du mouvement, en tout cas sous cette forme-là, c'est-à-dire les grandes manifestations, Dominique? Ce que nous avaient dit les syndicats, c'est qu'il faudra regarder le cumul de samedi dernier et du mouvement d'aujourd'hui. Le cumul, c'est pas si extraordinaire que ça, en réalité. Le cumul, c'est un résultat qui est effectivement en baisse. Alors, si on regarde avec un tout petit peu d'humour, si vous me le permettez une seconde, je me souviens de responsables ou syndicaux ou politiques qui disaient la réforme des retraites version Macron, c'est pour les retraités ou la misère ou le cimetière. Mais je note que les vacances scolaires ont quand même une influence assez considérable. La France reste attachée à quelque chose qui sont les vacances. Et l'influence des vacances est absolument considérable. Donc là, c'est surtout l'influence des vacances, vous pensez? Je pense que l'influence des vacances, beaucoup de mouvements, beaucoup de mobilisation. Alors, évidemment... Non, mais c'est important. Du coup, il ne faut pas trop s'attarder sur les chiffres d'aujourd'hui. L'autre point, c'est que les syndicats ont préempté ce relatif échec, ou en tout cas cette baisse, en se projetant vers le 7 mars. Et la grande question du 7 mars, d'abord, 7 mars, c'est pas tout de suite, c'est après les vacances. Et c'est est-ce que ce sera du carré ou ce qu'on appelle du reco? Grève carrée, une journée, ou est-ce qu'il y aura du reconductible?
Le 7 mars, ce sera important, ce sera massif, il y aura des éboueurs, il y aura des transports, vous avez peut-être la RATP, la SNCF, etc. Mais est-ce que ça continuera le 8 ? Le prochain rendez-vous, j'allais presque dire, c'est le 8, Bon. pas le 7. Pour vous aussi, Sophie, ou est-ce qu'il faut prendre le constat d'aujourd'hui au sérieux ? Il faut quand même le prendre au sérieux, effectivement, le déflater des vacances, etc. Et puis se dire que, en fait, l'intersyndicale est victime de son succès du début, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, souvenez-vous, aucun leader syndical n'osait vraiment dire qu'il visait le million. Et puis, le million a été validé par tout le monde. Et donc, c'est devenu le nouvel étiage. Et aujourd'hui, dans un comment dirais-je, si c'était la première journée d'action, ce serait une affluence honorable, surtout avec les vacances. Mais aujourd'hui, on part du million. Donc, effectivement, ça apparaît comme un semi-échec. Et puis, effectivement, la question, mais qui est discutée d'ailleurs à l'intérieur de l'intersyndicale, c'est de savoir qu'est-ce qui est encore aujourd'hui efficace. C'est-à-dire que l'efficacité, elle vient de l'image aujourd'hui, c'est-à-dire des cortèges où ça se passe bien, où il n'y a pas de débordement. Elle vient du nombre, mais elle vient aussi de la fréquence. Comment on fait ? Et ça, pour l'instant, c'est pas gagné et c'est, je crois, même pas arbitré sur effectivement le reconductible ou pas, le fait de faire un mouvement de temps en temps pour que les gens, puissent suivre, même financièrement. Tout ça n'est pas arbitré. Donc, pardon, mais il y a encore un très gros point d'interrogation. Et évidemment, pour l'exécutif, c'est quand même plutôt une bonne journée qu'une mauvaise, si on doit retourner le commentaire. Faut-il tirer des conclusions de la tendance qu'on voit depuis le premier jour des manifestations, Denis ? D'abord, je dirais que moi, je suis frappé de l'intelligence de cette mobilisation. Le doit-on à la présence au sein de l'unité syndicale de la CFDT, c'est-à-dire de syndicats réformistes, probablement, mais ces manifestations se déroulent dans le calme, et même si elles décroissent en nombre, ce qui est assez naturel, parce qu'on ne peut pas être mobilisé éternellement, le soutien populaire ou l'hostilité de l'opinion à la réforme ne décroît pas. C'est ça qui compte pour vous, peut-être Oui, plus que le nombre de personnes qui sont dans la rue. Il y a deux choses qui sont frappantes. La première, c'est une fois encore l'unité syndicale. Il y a une unité de l'ensemble des syndicats contre cette réforme. Et deuxièmement, le soutien de l'opinion. Alors après, qu'il y ait 600 000 ou 1 million de manifestants dans la rue, ce qui est clair, c'est que cette réforme est impopulaire, que le gouvernement n'a pas très réussi à percer le mur de l'impopularité. Et tout de même, on voit, si on regarde les débats parlementaires, on voit que le gouvernement fait des concessions au fur et à mesure. Alors on dit qu'il les fait aux Républicains, mais je pense qu'il les fait quand même à l'opinion. Donc à la fin, une fois qu'on comptera les bouses à la fin de la foire, pour utiliser une expression populaire, reprise régulièrement par Jacques Chirac, les syndicats pourront faire la somme des concessions qui ont été obtenues. Et je trouve que ça ressemble plutôt à ce qui se passe dans d'autres démocraties apaisées que ce à quoi on a le droit d'habitude, c'est-à-dire tout ou rien, le pays bloqué. Pour moi, le vrai test, c'est est-ce qu'ils vont rester dans cette position ou bien est-ce qu'ils vont se radicaliser ? Et s'ils se radicalisent, ils perdront probablement le soutien de l'opinion. On reste en dessous de ce qui s'est passé en 2010. 14 manifestations avec 4 manifestations de plus de 1 million de personnes à ce stade. Alors sur une période beaucoup plus longue, de tête, c'était de avril à novembre. Donc on est dans un schéma qui y ressemble mais qui n'est pas tout à fait celui du Ce que je trouve extrêmement dangereux dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'effectivement, on a l'impression que le gouvernement négocie avec les Républicains et pas avec les syndicats. Et ça, je trouve ça très dangereux. Parce que, pour l'instant, effectivement, les gens... Mais sur ce qui s'est passé aujourd'hui, Jean, dans la rue. Oui, mais justement, c'est là où je veux en venir. C'est que les syndicats montrent une image très responsable, il n'y a pas de violence, les services d'ordre fonctionnent bien. On est très très loin des gilets jaunes, extrêmement loin des gilets jaunes. Mais la question qui peut se poser, c'est justement, puisqu'il n'y a pas de violence dans la rue, et si les manifestants et l'opinion publique n'est pas entendue, et seuls 60 députés républicains, eux, sont entendus, est-ce qu'on ne risque pas d'assister justement à une radicalisation d'une partie des manifestants et à un retour de la violence comme celle qu'on a... Mais ça, pardon, on aurait pu se poser cette question après la deuxième journée, troisième journée. Là, on est dans une journée, malgré tout, qui marque une nette décrue. 2 zones sur 3 en vacances, oui, toujours le rappeler. Bien sûr. Mais
Et encore une fois, moi je pense qu'effectivement, on est très loin de, par exemple, ce qui s'est passé en 2010 ou ce qui s'est passé aussi en 1995, qui reste quand même la référence, je dirais, de l'opposition à une réforme, où la France a quand même été bloquée pendant un mois. Ça a été quelque chose d'inimaginable. Ceux qui n'ont pas vécu cette période-là, je veux dire, ne peuvent pas savoir ce que c'est qu'un pays bloqué pendant, avec le soutien de l'ensemble de l'opinion publique. Mais encore une fois... Prudence, donc prudence. Prudence, et je dis vraiment au gouvernement, faites attention, le jeu que vous jouez avec LR et en tenant... Enfin, LR prend le gouvernement sur sa gauche dans cette oui et non, parce que ce mouvement ne veut pas, ce dont ce mouvement ne veut pas, c'est quand même c'est cet âge symbolique. Dire si on avait eu nombre d'annuités, je pense que ça s'arrêterait. Et cet âge auquel s'accroche le gouvernement, pour moi, c'est une erreur. Et je crois que c'est la principale concession qu'il pourrait faire justement aux syndicats. C'est ce qu'on lui demande. Et à partir de là... C'est un des cœurs de la réforme. On avance. Je voudrais quand même qu'on passe quelques minutes sur la tribune de Denys Oliven qui nous a beaucoup intéressés parce qu'elle est sans détour et qu'elle va au-delà des questions techniques. Elle est excellente. Ah bon ? Oui. Ah bon, moi, j'espérais qu'il y ait un peu de discussion et que vous ne soyez pas quand même tout à fait d'accord. Il pose la big picture. Oui. Alors, la big picture, comme vous dites, pour parler un bon français. Pas une augmentation, là. Parce que ça n'est pas la réforme des retraites en tant que telle que vous défendez dans votre tribune, Denys Oliven. Au contraire, d'ailleurs, vous la critiqué sous pas mal d'aspects. Vous étiez d'ailleurs partisan d'une réforme pour établir un système à points, c'est-à-dire ce qui prévalait dans le premier quinquennat. Non, ce que vous défendez plutôt, c'est la nécessité de travailler davantage, bref, de travailler plus longtemps. Comment ? Pourquoi ? Fanny Veil va nous résumer votre tribune, la suite des indispensables. Alors pourquoi, Fanny, est-il impératif, selon Denys Oliven, de travailler plus longtemps ? Eh bien, première raison, parce que vous estimez que nous consacrons trop d'argent aux retraites. Il n'est pas sain, dites-vous, de consacrer 2,5 points de plus de richesse nationale que nos voisins à nos retraites. Rappelons les chiffres. Chaque année, les retraites en France représentent 14% du PIB. En moyenne, en Union européenne, c'est 11,6% du PIB selon la Commission européenne. Or, cet argent, pour vous, il manque cruellement pour investir dans d'autres besoins criants. Et vous citez par exemple l'environnement. Vous posez cette question. Est-il raisonnable de préférer diriger ces sommes vers la retraite avec un système qui offre à nos concitoyens le départ le plus précoce d'Europe, la retraite la plus longue, le niveau de vie des retraités par rapport aux actifs le plus généreux ? Et vous dites ceci, nous surrémunérons le passé, ne devrions-nous pas plutôt financer l'avenir ? Deuxième raison, il n'est pas sain, dites-vous, que nous travaillons moins que nos voisins. On a souvent montré ici que c'était la vérité, David. 631 heures de travail par personne et par an, selon l'OCDE, si l'on prend en compte l'ensemble de la population française, contre 705 pour l'Italie, 722 pour l'Allemagne et même 808 pour le Royaume-Uni. Pourquoi ces chiffres ? D'abord parce que nous entrons plus tard sur le marché du travail et parce que nous sortons du marché du travail avant les autres, rappelez-vous, du fait d'une retraite plus précoce. Alors, c'est un choix de société, dit Denys Oliven, mais en quoi ce choix de société est-il problématique selon lui ? Déjà, on l'a vu, parce qu'on investit moins dans l'avenir, mais aussi parce que de ce fait, nous produisons moins que nos voisins. Dites-vous, notre richesse nationale par tête est inférieure de 20% à celle de l'Allemagne, alors que nous étions à égalité au tournant du siècle. L'autre difficulté, c'est que nous ne renonçons pas pour autant à notre niveau de vie, dites-vous. Alors comment la différence est-elle comblée ? Par les prestations sociales qui représentent chez nous une proportion plus importante du revenu disponible des ménages que le travail. Comment financer ces prestations sociales ? Par l'impôt et les taxes sur le travail et les entreprises. Nos prélèvements obligatoires, impôts et cotisations sociales, représentent 47,5% du PIB. En Allemagne, c'est 41,5%. Et deuxièmement, par la dette, la nôtre représente 113% du PIB. En Allemagne, c'est 69%. Au final, pour ne pas travailler plus, nous sommes donc, selon vous, dans un cercle vicieux. Moins nous produisons, plus nous imposons, moins nous produisons. Nous sommes, dites-vous, en train de passer d'une société de travail à une société de transfert. Et vous concluez ainsi, ce qui se joue dans la réforme des retraites, c'est cela. Développer le travail pour défendre notre société de bien-être ou étouffer notre modèle progressiste sous l'impôt et sous la dette. Merci Fanny. Pour couper court à toute interprétation, je précise que quand vous dites les prestations sociales représentent chez nous une proportion plus importante du revenu disponible des ménages que le travail,
c'est évidemment par rapport à nos voisins. Denis Oliven, simplement, quand on écoute les deux oppositions principales à cette réforme, à l'idée de travailler plus et plus longtemps, c'est-à-dire du côté du Rassemblement national et du côté de LFI, le Rassemblement national dit pas besoin de travailler plus longtemps, il faut simplement prendre l'argent où il se trouve, du côté notamment de l'immigration. LFI dit pas besoin de travailler plus longtemps, il faut simplement prendre l'argent là où il se trouve, du côté des riches. Que répondez-vous ? Je réponds qu'on sait que ce sont des fadaises. Nous sommes le pays, pour les riches, nous sommes le pays qui impose le plus en Europe le capital, nous sommes le pays qui impose le plus les entreprises, et nous sommes dans les 3 ou 4 premiers pour l'imposition du travail. Donc s'il suffisait de prélever les riches pour avoir une société merveilleuse, nous l'aurions. Et c'est même ça que je décris, c'est que c'est là-dedans que nous sommes entrés depuis des années. Nous avons privilégié, nous avons pénalisé le travail, ou en tout cas nous avons renoncé à accroître notre capacité de travail. Quand je parle de travail, ce n'est pas le travail individuel de chacun d'entre nous. C'est le fait que nous entrions plus tard que les autres sur le marché du travail parce qu'on a moins d'apprentissage. C'est le fait qu'on a un taux d'activité féminin moins élevé qu'ailleurs. Et c'est le fait qu'on a une retraite plus précoce. Donc on a une capacité de production qui est moins grande que les autres. Donc on produit moins de richesses. Mais comme on n'a pas décidé de vivre moins bien, on est obligé de trouver des ressources quelque part. Alors on prélève et on crée de la dette. Ça ne peut pas durer éternellement. Donc si on avait décidé... Moi je considère que on peut tout à fait collectivement choisir de travailler moins. C'est une société de frugalité et de sobriété qu'un certain nombre d'écologistes nous proposent. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on en tire les conséquences. Il ne faut pas qu'on augmente sans cesse nos dépenses publiques. Il ne faut pas qu'on demande plus d'argent pour l'hôpital, plus d'argent pour la police. Il ne faut pas qu'on demande une augmentation de notre pouvoir d'achat. Il faut qu'on vive frugalement. Si on ne veut pas vivre frugalement, et moi, je suis plutôt progressiste, je suis de gauche, je considère que développer le bien-être, et en particulier la redistribution pour les plus faibles, c'est un bon axe, c'est une bonne priorité. Ça suppose qu'on travaille pour créer de l'activité. Voilà, c'est tout. Et si on était, si on était déjà au taquet, si on avait déjà les retraites les plus élevées d'Europe, je dirais pas ça. Je dirais il faut trouver autre chose. Mais là, c'est pas le cas. On voit que on est en recul par rapport aux autres. Donc, si on veut, moi, j'en appelle simplement à la cohérence. Si on veut défendre notre bien-être, défendre le pouvoir d'achat, défendre la redistribution, défendre les services publics, défendre l'hôpital, défendre la police, défendre l'ensemble des éléments de l'éducation gratuite, il faut qu'on travaille. C'est aussi simple que ça. Bon, d'accord, pas d'accord, Jean ? Ah mais totalement d'accord. Je veux dire que le problème fondamental pour ce gouvernement, c'est d'avoir mal présenté la réforme en disant on fait cette réforme pour mettre le système à l'équilibre. Non, on fait cette réforme pour dégager de l'argent, pour pouvoir le consacrer à autre chose. Parce qu'effectivement, vous savez, en 1945, puisque c'est la grande référence, le Conseil national de la résistance pour la gauche, en 1945, on a repoussé l'âge de la retraite qui était fixé depuis 1930 de 60 ans à 65 ans. Et comment est-ce qu'on a expliqué ça aux travailleurs ? 65 ans, à l'époque, c'était plus tard que l'espérance de vie moyenne de l'époque. Faut se rendre compte de la chose. C'est comme si on mettait aujourd'hui l'âge de la retraite à 85 ans. Et on a expliqué aux Français de l'époque qu'on le faisait pour pouvoir dégager de l'argent pour la santé. Pas pour améliorer leur retraite, mais pour développer d'autres secteurs. Et la reconstruction. Et évidemment, la reconstruction. Je vais vous donner, là, Denis a cité la police, la justice, l'éducation, etc. Mais il faut aller plus loin. L'armée. Il y a une guerre à nos frontières. Il va falloir investir des centaines de milliards dans la reconstruction de nos armées en Europe. On va le faire comment ? On va le trouver où, cet argent ? Dire que c'est notre futur, notre sécurité, la défense de notre territoire qui se joue sur la jeunesse. Pourquoi le Danemark, qui a décidé aussi d'avoir une armée beaucoup plus fournie, plus efficace, a supprimé un jour de congé dans l'année, un jour férié dans l'année pour travailler davantage. Exactement. Et donc, je crois qu'il faut se poser... Et il l'a fait en 15 jours. Mais je pense que les Français sont prêts à entendre ce message-là, mais ce n'est pas ce message-là qu'on leur envoie. Il faut expliquer qu'on doit aussi investir dans notre jeunesse, préparer notre futur, comme le dit Denis dans sa tribune. Voilà. Donc, je pense qu'il a 1000 fois raison. Mais ça, c'est encore une fois, c'est le gouvernement et Emmanuel Macron qui a extrêmement mal communiqué sur cette réforme. Et vous, Sophie ? Non, moi je trouve ça extrêmement intéressant, notamment parce qu'il y a un côté très transgressif, qui ne le dit pas, enfin si quand même un peu dans cette tribune, c'est que ça rompt avec le mantra qui est
touche pas aux pensions des retraités. C'est-à-dire que tous les gouvernements, de gauche, de droite, deux en même temps, sont d'accord sur une chose, c'est « Ah non, on ne touchera pas aux pensions des retraités. » Vraiment, c'est... Alors, il ne dit pas qu'il faut les baisser, hein. Non, mais, Il dit simplement qu'il faut travailler davantage. Enfin, on va lui demander, mais je trouve qu'il le dit en creux. Puisque... Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a un côté crime contre l'humanité à l'idée de baisser d'un centime, demander une contribution aux retraités. Or, quand Denis Oliven dit, si j'ai bien lu sa tribune, qu'on dépense 2,5 points de PIB, hein, c'est ça, de plus que nos voisins, pour les retraites, effectivement, implicitement, soit on travaille beaucoup plus et le PIB augmente. Donc, si effectivement le dénominateur augmente, on n'a pas besoin de baisser les pensions. Et puis, les sommes consacrées à la retraite, si on part plus tard à la retraite, après on peut discuter des moyens évidemment, par définition, ça fait baisser. C'est que sa tribune met quand même en lumière une préférence pour le passé. Une préférence pour le passé qui est quand même liée aux pensions. Enfin, la manière dont aucun gouvernement ne remet en cause le fait de toucher en quoi que ce soit au statut des retraités en France est quand même, comment vous dire, une espèce de ligne intangible, terrible. Ce sont eux qui votent. Non, c'est bien sûr eux qui aussi votent, l'image. mais il y a un moment, David, où quand même la démagogie peut commencer à devenir, comment dirais-je, apparente. En un mot, c'est vrai qu'on est resté quand même sur cette image du petit vieux qui meurt de froid à Paris en 1954. C'est terminé. Les gens qui sont à la retraite aujourd'hui ne sont plus les petits vieux de 1950 qui mouraient de faim. Et on mourait de faim et de froid à Paris en 1950. C'est fini. Dominique, c'est le bon aspect pour regarder ce problème-là? Il m'arrive de venir régulièrement ici et les téléspectateurs, s'ils ont le souvenir, c'est un peu du miel à mes oreilles, tout ça. Ce qu'il nous dit au fond, Denis Oliven, c'est qu'il n'y a pas de repas gratuit. Et nous vivons un peu en France dans l'état d'esprit, il y a de l'argent caché sous le tapis à prendre à droite et à gauche. Ce que nous montre au fond cette réforme des retraites, au-delà du contenu dont on peut discuter, et Jean l'a fait, on peut avoir des tas de remarques. Ce que nous montre cette réforme des retraites depuis un mois ou 2 mois, c'est que, au fond, les Français se moquent un petit peu, enfin, n'ont pas d'intérêt pour les sujets comptables. Mais après tout, ce n'est pas une surprise. Qui sont les héros français? Louis XIV, Napoléon. Ils ont laissé tous les deux la France en ruine. En tout cas, sur le plan financier. Donc, ce n'est pas complètement par hasard. Donc, on peut être assez d'accord là-dessus. La grande question que ça ouvre, et c'est une question que j'ai envie de poser à Denis, c'est... Au fond, pourquoi les Français manifestent plus sur les affaires de retraite que les autres pays? Les Français pourraient manifester, et ils auraient des raisons de le faire, sur les salaires, par exemple. Une étude de l'INSEE est sortie aujourd'hui qui montre que les salaires depuis 1996 ont augmenté de 15% seulement, en valeur absolue. C'est très peu, en réalité, pour des tas de raisons, désindustrialisation, concurrence, enfin tout ce qu'on veut. Bon, mais cotisation, salaire net. Ils pourraient manifester, dire, il y a un problème là-dessus. Ils manifestent sur les retraites. Est-ce que ça veut dire que les Français sont malheureux au travail? On en a déjà discuté ici. Est-ce qu'ils sont malheureux au travail? Est-ce qu'il y a un management différent dans les entreprises? J'ai du mal à le croire. Il y a plusieurs enquêtes d'ailleurs qui ont montré récemment, encore ces derniers jours, que les Français étaient plutôt contents dans leurs entreprises et de leurs entreprises. Bon, quelle est la raison pour laquelle nous manifestons plus sur ce sujet des retraites que les autres et nous voulons, apparemment, en tout cas une partie importante des Français, s'arrêter de travailler? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Docteur Oliven, vous avez le dernier mot. Non, d'abord, je voudrais faire une remarque, parce qu'elle revient à ça, peut-être parce qu'on leur présente de mauvaises réformes. Moi, je ne suis pas très... vous l'avez dit tout à l'heure, moi, j'étais favorable à la réforme à points. Si ça n'avait pas été la réforme à points, j'aurais été favorable au fait qu'on fasse, comme on a fait à la GIR-Carco, un âge pivot en deçà duquel on a une décote, au-delà duquel on a une surcote, une incitation à partir plutôt qu'une obligation. Mais pas la toise à 64 ans. Et par ailleurs, tant qu'à faire cette réforme telle qu'elle a été faite, j'aurais en effet piqué un peu d'argent, par exemple, dans les exonérations de charges totalement inutiles, au-delà de 2,5 fois le SMIC, pour financer l'amélioration des carrières longues ou pour financer les bonifications pour les femmes, pour que cette retraite soit plus juste. Donc cette réforme ne me plaît pas. Je veux dire, je pense qu'il faut travailler plus. Il ne faut pas baisser les pensions. Les pensions, de toute façon, c'est si on ne fait rien qu'elles vont baisser. Elles vont baisser.
elles vont baisser relativement mais aux tous actifs. les politiques auront juré leur grand Dieu qu'ils Oui, n'en donc, seraient rien. moi je ne dis pas qu'il faut, on pourrait prendre un peu d'argent, on retraiter les plus riches. Non, je dis qu'il faut qu'on travaille plus longtemps. Et en travaillant plus longtemps, on réduit la part des retraites dans notre PIB. C'est ça mon point. J'ai oublié de répondre sur l'immigration. C'est l'inverse. Le Front National dit une énorme bêtise. Si on continue comme ça et qu'on ne réforme pas les retraites, on va devoir augmenter l'immigration parce qu'il va bien falloir qu'on rétablisse le rapport actif-inactif. C'est ce qu'a fait l'Allemagne. La seule façon si on veut vraiment ne rien toucher au système et le pérenniser, il faut qu'on fasse rentrer massivement des immigrés. Donc, et c'est pour ça que l'Italie a remonté l'âge de la retraite officiellement à 68 ans pour ne pas faire d'immigration. Mais ils feront de l'immigration quand même. Donc, pour répondre à la question, dernier mot. Un mot pour répondre à la question. Je pense en effet tout de même que les enquêtes montrent que les Français aiment le travail, mais n'aiment pas leur travail. Et en effet, on est très probablement très en retard dans la manière de rendre le travail plus heureux, plus satisfaisant pour les salariés. On est encore dans des modèles extrêmement pyramidaux, hiérarchiques, caporalisés. On est très loin. Regardez comment fonctionne une entreprise danoise. Vous verrez que ça ressemble Prends toujours la Scandinavie en exemple. Je ne suis pas sûr que le travail tel qu'il est en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne soit foncièrement différent. Mais ça, c'est un vaste débat. Merci à vous quatre. Alors, la prochaine étape, ce sera le 7 mars. On verra le 7 mars si effectivement ce mouvement, mais ce ne sera pas les grandes manifestations, ce sera des grèves qui peut-être seront reconduites de jour en jour. Ça, on le verra, mais peut-être que le temps des grandes manifestations est révolu contre cette réforme. Merci Dominique, merci Denis, merci Jean. Vous restez avec nous, Jean. Merci Sophie. Jean, il est à 360.